Henri Cartier-Bresson reste une référence pour bon nombre de photographes. Né en 1908, mort en 2004, cofondateur avec Robert Capa de l'agence Magnum, il voyage à travers le monde et publie en 1952 Images à la sauvette, un livre majeur sur ses déambulations, notamment dans les grandes villes. Clichés pris sur le vif, dans la rue, croquis de passants anonymes, scènes de la vie quotidienne. Le célèbre ouvrage fait l'objet d'une émouvante exposition à la Fondation Cartier-Bresson, où nous emmène Sabrine Kasbaoui. 1952, le photographe Henri Cartier-Bresson publie son premier livre, Images à la sauvette. L'ouvrage va devenir un monument de l'histoire de la photographie et pose les bases de son esthétique, au point que son confrère Robert Capa en parlera comme d'une bible pour les photographes. La fondation Henri Cartier-Bresson à Paris consacre une exposition à l'histoire de ce livre. Nous avons rencontré le photographe Abbas, membre de l'agence Magnum, et Agnès Cyr, la commissaire, pour nous en parler. Il est arrivé un peu comme un ovni. On voit arriver un Matisse et on l'ouvre et dedans il y a des photos avec un noir et blanc très puissant. Ce livre c'est Henri parce que je le retrouve, je vois ses humeurs, je vois son sale caractère par exemple, je vois son ouverture d'esprit, je vois tout là-dedans, il est là, et en plus c'est un livre c'était son premier livre, donc je vois également ses tâtonnements, je vois ses hésitations comme photographe. Le titre lui-même, Images à la sauvette, pose le credo esthétique d'Henri Cartier-Bresson. Ça évoque les petits vendeurs à la sauvette. Enfin, ça évoque ces gens qui sont là et à qui on demande de décamper très vite. Il faut tirer et décamper tout de suite. C'est toute l'idée que je n'ai pas de parti pris, je prends des photos comme je me promène, comme un pickpocket. C'est ce qu'il disait toujours. Voilà, je fais des images comme un pickpocket. Ce titre, Images à la sauvette, sera traduit aux États-Unis par The Decisive Moment, le moment décisif, une expression qui va rester collée à la peau du photographe. C'est une expression qui est un peu réductrice, qui semble dire qu'il n'y a qu'un seul bon moment, qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, alors après, Cartier-Bresson s'est amusé à dédicacer des ouvrages aux uns ou aux autres en barrant, en disant plus ou moins décisif, en disant non, ça n'existe pas, le temps coule. S'il est capable de travailler si vite, c'est qu'Henri Cartier-Bresson a un œil exceptionnel qui lui vient notamment de sa formation dans l'atelier du peintre André Lotte et de son amour de la peinture. Il traversait la rue de Rivoli où il habitait pour aller voir des toiles d'Uccello au Louvre devant lesquelles il pouvait rester 3 heures sur son petit tabouret pliant. Et je pense que tout ça a contribué, la psychanalyse aussi d'ailleurs, a contribué à structurer son cerveau. Ça lui a permis de faire des photos en un 125e de seconde, de façon très très rapide, avec les éléments immédiatement en place. Quand on pense à l'image, par exemple, de l'homme qui saute à la gare Saint-Lazare, il a dû la recadrer parce qu'il a pris la photo derrière une palissade, avec un petit bout de palissade dans le champ de l'objectif. Et c'est impossible, avec cette palissade et le 125e de seconde, qu'il ait vu tout ce qui se passe dans cette image. Qu'il ait vu qu'il y a une réplique de l'homme qui saute au-dessus de la flaque sur le mur derrière, qu'il ait réfléchi à quel moment il allait prendre le type, parce que s'il était par terre, c'était plus du tout pareil. Donc forcément, il a un cerveau qui est sensible à des signes comme ça. Et puis, bon, comme il dit, il n'y a pas de hasard, mais il y a quand même de la chance. En 1947, Henri Cartier-Bresson fonde avec les photoreporters Robert Capa, David Seymour et George Roger la célèbre agence Magnum. Images à la sauvette montre aussi les deux aspects de sa pratique de photographe, entre art et reportage. Dans ce livre, il y a 2 parties. Une partie qui est plus intérieure, la partie où Henri Cartier-Bresson se balade le nez en l'air en Europe avec ses copains, sans aucun but, très proche des surréalistes. Et ensuite, la deuxième partie, qui est le voyage en Asie, aussi bien en Inde, en Chine, au Japon, en Indonésie, qui est une facette beaucoup plus documentaire, beaucoup plus reporter de Cartier-Bresson. Ce sont 2 approches très différentes, le monde intérieur face au monde extérieur. Je pense qu'il y a une clé aussi là-dedans, c'est qu'il a passé 3 ans en captivité. Henri Cartier-Bresson est fait prisonnier dès le début de la Seconde Guerre mondiale. Il s'évade en 1943. La prise de conscience de la guerre, c'est quand même quelque chose. À ce moment-là, il espère devenir cinéaste. Il sera, à la fin des années 30, 3 fois l'assistant de Jean Renoir. Et puis en 1945, il fait ce film Le Retour pour l'armée américaine, où il assiste un peu stupéfait à l'ouverture des camps, à la sortie des prisonniers de guerre, etc.
Donc je crois qu'on ne sort pas indemne de ce genre de situation. Une dualité entre art et reportage que l'éditeur du livre et mentor d'Henri Cartier-Bresson, le grec Thériade, a parfaitement compris en demandant à Matisse de concevoir la couverture. Dans l'exposition, on a montré une lettre de Cartier-Bresson à Matisse. Il lui dira que dans les devantures des librairies, cette couverture illumine, perce énormément. Donc c'était une assez bonne idée.